Dans le Signalgate, vous aviez exprimé votre scepticisme sur une opération militaire contre les Houthis. Vous avez été, en quelque sorte, contredit par le secrétaire à la Défense et le conseiller à la Sécurité nationale. On en est au 48e jour consécutif de bombardements américains. Est-ce que cela prépare une frappe contre l'Iran? Concernant les Houthis, je pense qu'on voit déjà des signes qui disent « stop ». Ils ont été bombardés, ils comprennent maintenant les conséquences de s'en prendre aux navires américains ou d'autres. Je crois qu'on approche du moment où ils vont cesser d'attaquer les navires civils. Et le jour où ça arrive, la campagne de bombardement s'arrête. Est-ce que vous entendez malgré tout les critiques venant des libertariens de la gauche qui disent que c'est le nouveau Vietnam? On parle de 48 jours de bombardement. Les gens au centre du pays ne savent peut-être même pas qu'on est en pleine guerre ouverte avec le Yémen. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Avec le Yémen, avec une organisation terroriste qui tire sur des navires américains. Et certains veulent comparer cela au Vietnam. Alors, le président a été très clair. Une de ses priorités absolues, c'est que si vous chargez un cargo à destination des États-Unis, il doit arriver à bon port, sans que les marins soient tués, sans que le navire soit coulé. Et cet objectif, on le poursuivra avec fermeté s'ils le font par la force. Une organisation terroriste? Vraiment? Alors pourquoi 48 jours de bombardement n'ont pas suffi à les faire taire? Si la priorité absolue du président, c'est que chaque cargo atteigne sa destination en sécurité. Alors peut-on encore parler de succès? Combien de navires doivent être détournés? Combien de détroits militarisés? Et surtout, qu'est-ce qui a été réellement obtenu après des semaines de frappes quotidiennes? J.D. Vance nous parle de fermeté, de force. Mais est-ce encore une stratégie ou bien une fuite en avant? Notre campagne n'a atteint aucun des objectifs que nous souhaitions. Nous n'avons pas empêché les Houthis de lancer leurs attaques en mer Rouge. Le transport maritime est toujours en danger. Israël est toujours en danger. Le Yémen continue de tirer sur Israël. Et nous ne sommes pas en mesure d'obtenir la domination de l'espace aérien nécessaire pour mener efficacement une campagne anti-leadership. Ce que nous faisons ne fonctionne pas. Le fait que le porte-avions Truman ait dû effectuer une manœuvre d'évitement d'urgence prouve que les Yéménites n'ont pas été dissuadés. Ils continuent de projeter leur puissance. La navigation en mer Rouge n'est pas libre, et elle ne le sera pas tant que notre stratégie échoue. Nous sommes passés à la phase 2, tuer les dirigeants Houthis, alors que nous n'avons même pas accompli la phase 1, et nous n'avons pas les outils pour le faire. Nos moyens ISR sont inopérants. Les drones sont abattus ou forcés de fuir. Nous ne pouvons pas obtenir les renseignements nécessaires. Notre mission militaire échoue. Nous avons perdu 23 Reapers. Et pourtant, le Yémen continue. Le président devrait être informé que ce que nous faisons n'a pas de sens et que nos forces sont exposées pour aucun gain concret. L'Eisenhower a été visé par une frappe à 200 mètres de sa proue. Quant au Truman, s'il avait maintenu sa route, il aurait été touché. Et si nous continuons à opérer ainsi, nous allons perdre un porte-avions. Ce n'est pas un scénario hypothétique, c'est une trajectoire logique. Avec ce changement pour Mike Waltz, même si vous dites que c'est une promotion comme ambassadeur à l'ONU, est-ce qu'on doit y voir un changement de politique, un signal? Oui. Et si je peux apporter un peu de contexte à cette question, Brett, j'ai déjà vu des gens prétendre que c'est une guerre entre les faucons et les non-interventionnistes, les néoconservateurs contre les réalistes. Mais ce n'est pas du tout ça. Mike est quelqu'un de bien, il a toute ma confiance, et je sais que le président l'apprécie énormément. Il pense juste que le poste d'ambassadeur à l'ONU est l'endroit où Mike pourra être le plus utile. Toute cette histoire d'équipe sécuritaire divisée, je comprends pourquoi les médias veulent la raconter. C'est croustillant. Mais c'est une histoire inventée. Parlons de votre tournée ici. J'étais présent. Cette usine est impressionnante. C'est clair. Quel est le message que vous voulez faire passer? Il y a plusieurs choses. D'abord, je ne mesurais pas à quel point cette aciérie était high-tech. On critique souvent Donald Trump en disant qu'il veut ramener les emplois du passé.
Mais ici, ce sont les emplois du futur. Produire de l'acier américain, construire des ponts, des voitures, des maisons pour les Américains, et le faire avec une technologie de pointe. Je voulais voir de mes yeux un des sites les plus modernes au monde. Et aussi, bien sûr, rencontrer les ouvriers. Parce que ce que Trump dit depuis les années 80 sur Oprah ou chez Phil Donahue, c'est qu'on doit recommencer à produire nous-mêmes. L'économie a reculé, une première depuis 3 ans. Certains pointent la politique tarifaire. Des gens s'inquiètent pour leur 401k, leur compte d'épargne retraite privé. Que leur répondez-vous? Est-ce que ça va marcher? D'abord, quand on parle de l'économie, c'est celle de Joe Biden. On a hérité de 2 000 milliards de dollars de dette, les déficits en temps de paix les plus élevés de l'histoire, un déficit commercial de 1 200 milliards. Ce qui veut dire qu'on ne produit pas assez. Le président est arrivé en disant « Ce ne sera pas toujours facile ». Il aurait pu faire comme les précédents, emprunter et aggraver la dette. Il a dit non. On a besoin d'une remise à zéro. Il faut de meilleurs emplois pour les ouvriers américains, protéger ceux qu'ils ont déjà, être plus autonomes. Et ça fera baisser la dette. C'était son engagement. Et on a lancé cette dynamique. Vous avez raison, Brett, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ce qu'il fait, c'est dire que depuis 40 ans, sauf pendant son premier mandat, les dirigeants américains ont délocalisé notre richesse. Lui veut la rapatrier et faire de ce siècle un siècle d'or pour l'Amérique. Vous êtes allé en Inde. Est-ce le premier accord en vue? Je ne sais pas si ce sera le tout premier, mais un des premiers, oui. Bientôt. Le président mène des négociations avec le Japon, la Corée, des pays européens et une bonne discussion avec l'Inde. Il veut rééquilibrer le commerce. Par exemple, la plupart des Américains ne le savent pas, mais nos produits agricoles sont excellents. Et pourtant, le marché indien est fermé à nos agriculteurs. Ça rend les Américains plus dépendants de concurrents étrangers. L'accord avec l'Inde permettra d'y exporter notre technologie, nos produits agricoles et de créer de l'emploi. C'est exactement le type d'accord que Trump aime. Il n'est pas anti-commerce, il est anti-commerce inéquitable. Il ne veut pas de situation où des pays étrangers abusent de nous. Et soyons honnêtes, l'Inde nous a abusés pendant longtemps. Modi, le Premier ministre, est un négociateur dur, mais on va rééquilibrer cette relation. C'est pour ça que le président fait ce qu'il fait. Vous inquiétez-vous pour l'Inde et le Pakistan? Bien sûr. Toute tension entre deux puissances nucléaires est inquiétante. Nous sommes en contact étroit avec nos alliés indiens et pakistanais. On espère que l'Inde réagira à cette attaque terroriste sans provoquer un conflit régional plus large. Et on espère que le Pakistan, dans la mesure où il est impliqué, coopère pour traquer les terroristes qui opèrent parfois sur son territoire. C'est ce qu'on souhaite, on est en contact constant, on verra. Le président était au Vatican. Cette image iconique avec Zelensky, les deux penchés l'un vers l'autre sur ses chaises, très différente de sa dernière visite à la Maison-Blanche. Qu'en attendez-vous? Vous avez aussi obtenu un accord sur les minerais? Il est signé? Vous restez optimiste? D'abord, il faut rendre hommage au président. Il y a eu une vraie percée qui n'a pas eu beaucoup d'écho dans les médias. Pendant 3 ans, les deux camps, russes et ukrainiens, disaient « pas de paix possible, on se bat jusqu'à la capitulation de l'autre ». Mais depuis quelques semaines, chacun a posé ses conditions pour un accord. Les Ukrainiens l'ont fait, les Russes aussi. La question maintenant, c'est de voir si un compromis est envisageable. Honnêtement, je ne crois pas qu'un seul autre individu sur cette planète, parmi 8 milliards, aurait pu les amener à faire cela. Sauf Donald J. Trump. Quand je parle de cet accord, je parle du fait d'avoir mis les deux camps en position de formuler une proposition de paix. Mais maintenant, c'est aux Russes et aux Ukrainiens de se mettre d'accord. Ce sont eux qui doivent mettre fin à ce conflit brutal. Il ne va pas se terminer tout seul. Les Ukrainiens sont évidemment furieux d'avoir été envahis. Mais allons-nous continuer à perdre des milliers de soldats pour quelques kilomètres gagnés ou perdus? J'espère qu'ils finiront par retrouver la raison. Et si c'est le cas, ce sera grâce à Donald J. Trump, qui aura conclu l'un des plus grands accords de paix du XXIe siècle. Vous avez aussi obtenu un accord sur les minerais. Il est signé. Vous restez optimiste?
Oui, je suis optimiste. Mais ce serait exagéré de dire que je suis confiant. Car au final, ce sont les Russes et les Ukrainiens qui doivent franchir le pas. On les a mis autour de la table, on les a poussés à proposer des solutions, on a obtenu cet accord sur les minerais. Je pense qu'on est à un moment où ils doivent dire « on en a fini avec cette guerre. On en a fini avec les milliers de jeunes tués. » Mais ce choix, seule l'Ukraine et la Russie peuvent le faire. Pas même le président Trump ne peut le faire à leur place.